Tu cours au magasin carte en main, tu sais exactement le set que tu veux, tu le vois déjà le construire ce soir dans ta tête, tranquille, avec ton café, ta playlist, le petit moment de paix, et là, patatras, le rayon est vide. Encore une fois. Et si tu t'es déjà dit, bon, ça doit être moi, je suis tombé au mauvais moment, j'ai pris trop mon temps, laisse-moi te rassurer. Ou plutôt, pas vraiment, parce que tu n'es pas seul. Et surtout, ce n'est pas le fruit du hasard. Aujourd'hui, on va discuter et exposer la vraie raison pour laquelle certains sets Lego disparaissent à vitesse grand V. Pourquoi ça part en quelques minutes, parfois même en quelques secondes, et surtout, ce que ça coûte vraiment aux vrais fans. Pas juste en euros, évidemment, en plaisir, mais aussi en temps, en énergie et en passion. Parce que le plus absurde, c'est ça. Tu ne perds pas forcément contre des gens qui ont cliqué plus vite que toi, tu perds parfois contre un système, une mécanique, une industrie miniature qui s'est greffée sur Lego comme une sangle sur une brique neuve. Et je te donne l'image qui énerve le plus. Le set est introuvable sur le site officiel, introuvable en boutique, totale rupture. Tu rafraîchis, tu rafraîchis, tu rafraîchis, et là, tu tapes le nom du set sur Google et il est disponible, mais à plus 40%, voire jusqu'à 70% de son coût initial. Comme si le set avait fait un aller-retour express entre épuisé et marché noir sans passer par la case fan heureux. Bienvenue dans le monde des scalpers. Alors, on va faire ça proprement version Mister Brick. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver dans cette vidéo spéciale où je vais vous parler et on va parler ensemble et échanger des fameux scalpers, ceux qui énervent, je pense, quasiment tout le monde ici quand il y a une grosse sortie Lego, puisque avec les sorties de janvier et les sorties de Pokémon, eh ben, il y a un gros sujet qui est revenu sur la table, c'est les fameux scalpers, parce que le nombre de sets qu'on a vu, que ce soit du Ninjago, que ce soit les fameux Pokémon avec le set à 600 € ou que ce soit d'autres qu'on a vu direct sur le marché noir, genre Vinted, eBay et compagnie à des prix exorbitants, et aussi même Stranger Things, rappelez-vous, et ben j'avais envie de revenir sur ce sujet un peu fondamental qui, je pense, nous irrite un peu tous, nous les fans. On va essayer de l'analyser avec notre cerveau, on va comprendre le problème, comment ça marche, pourquoi Lego est une cible parfaite, quelles sont les tactiques et ce que Lego pourrait faire concrètement pour calmer le jeu. Parce que oui, Lego pourrait faire des choses. Et à la fin, je peux te promettre un truc, tu vas reconnaître les signaux, tu vas comprendre la logique et tu vas arrêter de te sentir nul parce que tu n'as pas réussi à acheter un set. Parce que non, tu n'es pas nul, tu joues juste à un jeu où certains arrivent avec une manette turbo. Déjà, la première question, pourquoi Lego de tous les objets est devenu un terrain de chasse aussi rentable? Parce que Lego, c'est l'objet parfait pour la spéculation. Ça ne périme pas, ça se stocke facilement, ça se revend partout. Et surtout, ça crée du désir comme personne. Licence énorme, set événement, exclusivité, retrait de gamme, cadeau avec achat, éditions qui font collection. Et quand tu mets ça dans une culture de la hype, du faut l'avoir day one en gros, tu obtiens un cocktail explosif. Et là, certains se disent, ok, moi je suis pas fan, je suis là pour faire du profit. Et ils ne cherchent pas à construire des sets, ils cherchent à construire une marge. Et c'est là qu'on arrive au nerf de la guerre, la disparition éclair de certains sets. Parce qu'il y a deux scénarios. Scénario 1, la ruée humaine. Tout le monde veut le set, ça clique en même temps, ça bug, ça sature et forcément ça part vite. Mais le scénario 2, celui qui fait vraiment mal, c'est quand la vitesse n'est plus humaine. Quand tu as des achats multipliés, automatisés, optimisés. Des gens qui ne font pas un panier, ils font une récolte. Je vais pas te donner les secrets de ça, c'est pas le but, mais il faut que tu comprennes l'idée. Quand tu perds en 30 secondes, ce n'est pas toujours une question de réflexe, c'est parfois une question d'outils. Et à ce moment-là, la rareté ne ressemble plus à une conséquence, elle ressemble à une stratégie. Et le pire, c'est que derrière, tout est pensé pour te pousser au craquage, parce que le scalper ne vend pas un set, il vend ta peur de manquer. Donc on va faire un truc simple, on va partager ça en plusieurs chapitres, dont tu pourras retrouver d'ailleurs dans la description si tu veux jumper d'un sujet à un autre, mais je te conseille quand même de la regarder en entier parce que c'est très intéressant et je me suis un petit peu creusé les ménages pour trouver justement des sources et pour pouvoir en discuter ensemble. Mais juste avant, dis-moi en commentaire, le dernier set que tu as raté, c'était lequel? Est-ce que tu l'as vu réapparaître à un prix indécent derrière? Ça c'est intéressant. Je suis sûr qu'on a tous plein d'expériences là-dessus. Chapitre 1. Les briques qui disparaissent. Introduction. Tu vois ce qui rend ce désir encore plus frustrant, c'est que ça ressemble à un tour de magie. Tu es là, tu fais les choses normalement, tu surveilles la date de sortie, tu te lèves tôt, tu rafraîchis la page, tu vas en boutique, et pourtant le set s'évapore très vite. Et ce n'est pas juste une impression de fan parano, le phénomène existe partout dans la culture drop. Basket, cartes Pokémon, billets de concert, et Lego s'est retrouvé dans la même tempête. D'ailleurs, côté web, il y a une réalité assez froide. Une énorme partie du trafic n'est même pas humaine. Un rapport Imperva expliquait qu'en 2023, environ 49,6
6% du trafic internet n'était pas humain, plutôt composé de bots, et que les bad bots, on va dire, les bots un peu mauvais, représentaient à eux seuls 32% du trafic. Et quand on zoome sur l'e-commerce, c'est encore plus parlant. Le rapport Bad Bot 2025 d'Hyperva indique que le retail est l'un des secteurs les plus attaqués, avec 33% du trafic web vers des sites retail générés par les bad bots en 2024, en hausse versus 2023. Donc oui, quand à cette part en quelques secondes, parfois ce n'est pas juste beaucoup de fans motivés, parfois c'est aussi beaucoup d'automatisation motivée. Et c'est là qu'on arrive au mot qui fait grincer des dents, les scalpers. Alors on le définit proprement, sans caricature, ok? Un scalper, ce n'est pas quelqu'un qui revend un set, la revente ça existe depuis toujours, surtout pour des sets anciens retirés et des pièces rares. Le scalper, c'est quelqu'un ou un groupe qui achète volontairement un produit très demandé au moment où il sort, souvent en quantité avec des méthodes qui contournent l'esprit du jeu, dans le seul but de le remettre immédiatement sur le marché à prix gonflé. Leur âme principale, ce n'est pas le set en lui-même, c'est la panique. Parce qu'ils ne vendent pas une boîte, ils vendent une émotion. Un peu le j'ai peur de le rater et le je le veux maintenant. Et le plus toxique, c'est l'effet domino. Plus les fans craquent, plus le modèle devient rentable, plus il attire du monde, plus ça empire. On l'a vu dans d'autres univers au point que des gouvernements s'en mêlent, notamment sur des billets de concert, précisément à cause de l'usage de bots et de la revente à prix lucratif. Et Lego, même si ce n'est pas un billet de concert, se retrouve confronté à un mécanisme cousin, forte demande, stock limité sur un instant T, puis flambé sur le marché secondaire. Et là tu te dis peut-être, ok, mais est-ce que c'est vraiment si fréquent que ça chez Lego? Eh ben ça dépend des produits. Il y a des sets qui reviennent en stock, il y a des sorties qui tiennent, il y a aussi des cas où l'offre est volontairement encadrée. Regarde par exemple le Bricklink Designer Programme. Brickset a analysé la vitesse de vente de plusieurs vagues et montre que certains modèles, notamment les sets sous certains seuils de prix ou certaines thématiques très demandées, peuvent partir très vite, parfois dès la première journée. Ça ne prouve pas qu'il y a des bots à chaque fois, mais ça prouve un truc. Sur certains drops Lego, la fenêtre d'achat peut être ultra courte et ça suffit à déclencher la spéculation. Du coup, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de crier au scalper à tout va à chaque rupture, l'objectif c'est plutôt de comprendre quand on est face à la demande normale et quand on est face à un mécanisme qui parasite la communauté. Donc, si tu t'es déjà retrouvé face à une page marquée épuisée ou out of stock, comme si elle te narguait, reste avec moi. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu auras deux choses, une lecture beaucoup plus claire du système et un plan pour reprendre un peu le contrôle. Chapitre 2, le manuel du scalper, tactique et techno. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, on passe au chapitre le plus glaçant. Comment ça marche? Et je te le dis tout de suite, l'objectif ce n'est pas de te donner les recettes, on n'est pas ici pour former des scalpers, ok? Sinon je vendrais une formation à 10 millions d'euros en dessous là. On est ici pour comprendre le mécanisme, parce que quand tu comprends le mécanisme, tu arrêtes de culpabiliser et tu commences à voir où agir. Il y a ce qu'on appelle les armées de bots. Quand tu joues à la main, eux jouent en parallèle. Le premier concept à comprendre, c'est simple. Toi, tu es une personne. Tu as deux mains, un navigateur, une connexion, un cerveau qui doit respirer. Un bot, lui, c'est l'inverse. C'est une logique qui fait la même action des centaines de fois en parallèle, sans fatigue et surtout en optimisant chaque microseconde. Et le contexte global, il est réel. On sait que le web est massivement traversé par le trafic automatisé, comme je te le disais. Le rapport BadBot de 2025 explique par exemple que 33% du trafic web vers les sites retail en 2024 était généré par des bad-bots en hausse versus 2023 et que les attaques deviennent de plus en plus sophistiquées. Donc quand tu te retrouves sur un lancement et que tout part instantanément, il peut y avoir de la foule, ça c'est sûr, mais il peut aussi avoir une couche d'automatisation qui rend le match totalement déséquilibré. Le principe, vu de très haut, c'est ils essaient plus vite, plus souvent, avec plus de tentatives. En plus, certains bots savent aujourd'hui imiter les comportements humains pour éviter d'être opérés. En gros, toi tu cliques, eux ils déploient. La deuxième étape du manuel, ce n'est pas toujours un gars dans sa chambre, c'est souvent une petite organisation, parfois très structurée. Il y a des patterns récurrents. Multiplication des comptes et des identités, multiplication des moyens de paiement, multiplication des adresses ou des points de réception, et des masques techniques pour ne pas avoir l'air d'être la même personne. Je reste volontairement flou sur le comment parce que le mode d'emploi n'est pas le sujet. Mais si tu doutes que ce comportement existe, regarde le monde des billets de concert. Les autorités en parlent noir sur blanc. Aux États-Unis, la FTC rappelle que le Bot Act rend illégal le fait de contourner des règles de limite d'achat, notamment en achetant sous de fausses identités ou via des moyens technologiques, et aussi la revente ensuite de billets acquises comme ça. Au Royaume-Uni, les briefings parlementaires évoquent également l'usage de bots et de fausses identités, multiples cartes pour dépasser les limites. Et Lego de son côté n'est pas naïf. La marque indique clairement qu'elle met des limites par foyer sur beaucoup d'articles et que si la limite est atteinte sur des commandes précédentes, une commande peut être annulée. En gros, quand toi tu es limité à X exemplaires sur un réseau, lui il essaye d'être 10 foyers. Et c'est là que tu as l'impression de jouer à 1 versus 20. Troisième pièce du puzzle, ce que j'appelle les accès avant l'heure. Et là, attention parce que souvent, ce qui nourrit le sentiment d'injustice maximale. Dans beaucoup d'industries, tu as des systèmes d'accès anticipé parfaitement légitimes. Prévente, early access, programme de
fidélité, invitation partenaire, etc. Le problème, c'est quand certains cherchent à exploiter des angles morts autour de ces accès, des liens ou des pages accessibles avant l'heure officielle, des règles de file d'attente contournées, des circuits réservés qui finissent utilisés par des gens qui ne devraient pas y être, ou des fenêtres où l'info circule avant le grand public. Je ne rentre pas dans les détails techniques parce que ce sera exactement le type d'info qui aide les mauvaises pratiques, mais ce phénomène est suffisamment connu pour que, encore une fois, le monde de la billetterie ait légiféré et communiqué spécifiquement sur le fait de contourner des mesures de sécurité et des limites d'âge. Et à ce moment-là, toi tu crois que tu arrives à l'ouverture, en réalité, certains sont déjà dedans. Et là, on touche le cœur psychologique. Le scalper ne gagne pas parce que le set est bien, il gagne parce que tu penses que tu n'auras pas de seconde chance. Donc la stratégie c'est aspirer le stock au moment le plus visible, afficher immédiatement le produit disponible ailleurs, laisser monter l'angoisse, te faire payer une taxe émotionnelle. Et le plus pervers dans tout ça, c'est que ça peut donner l'illusion que tout est rare, même quand une partie de la rareté est artificiellement accélérée par l'automatisation et la coordination. Pop, 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 mais avant de continuer, n'oublie pas de laisser un petit like, un commentaire et à me partager effectivement ton expérience face peut-être à des problèmes de set que tu as eu en out of stock. Ça m'intéresse, on va échanger et reste bien jusqu'à la fin parce que justement, j'ai quelque chose à te demander. Et surtout, un grand merci à ceux qui utiliseront l'application YouTube sur leur smartphone et qui lâcheront un petit boost sur la vidéo. C'est comme ça que ça envoie un signal positif à l'algorithme YouTube seulement pour les petites chaînes pour dire « Hey, ça serait intéressant de montrer cette vidéo à plus de monde » et c'est comme ça que ça nous développe. Donc un grand merci à toi. Allez, on reprend la vidéo. Chapitre 3. L'avalanche du marché secondaire, l'impact sur les fans et l'économie Lego. Ok, donc on vient de voir comment certains arrivent à aspirer du stock. Maintenant, on va voir ce que ça déclenche derrière une avalanche. Parce que le vrai scandale, ce n'est pas juste c'est en rupture, c'est le moment où tu le retrouves, mais transformé. Comme si ton set Lego avait passé un portail et ressorti en version taxe sur la passion. Prenons des exemples concrets. Il y a d'abord le cas typique des sets promo ou cadeaux avec achat, les fameux gift with purchase, qui deviennent quasi instantanément des monnaies d'échange. Le set par exemple Moving Truck, avec un prix Lego affiché à 24,99 €, plusieurs trackers montrent des prix observés ensuite autour de 39,99 €, soit environ plus de 60% sur le rapport au prix initial. Et si tu regardes les historiques de vente, tu vois très vite le mécanisme. Ça circule sur des plateformes comme eBay, parfois quelques jours après la période de disponibilité. Le deuxième cas, c'est les fameux gros sets retirés du marché où la rareté devient permanente et donc monétisable. Le Lego Technic Porsche 911 GT3 RS par exemple est un cas d'école. Le prix public indiqué était de 299,99 €. Des agrégateurs basés sur les ventes récentes estiment des valeurs bien plus hautes sur le marché secondaire, avec une hausse d'ordre de plus de 170% sur la période observée. Et troisième cas le plus parlant, et qui est ultra actuel, quand une sortie événement se fait dévorer immédiatement, puis réapparaît avec x2. Il y a littéralement un article publié ce mois-ci sur la collab Lego Pokémon par exemple, qui décrit un set à 649,99 $, rappelez-vous, parti très vite en pré-vente, et des annonces de revente sur eBay allant jusqu'à 1289 $, soit presque plus de 100% sa valeur. Alors que de 1, le set est out of stock en termes de pré-vente mais va revenir. Évidemment, il y aura du stock à son lancement, donc il n'y a pas du tout de problème de disparité ou de rareté à son lancement. C'est totalement artificiel. Donc on est sur une réalité simple. Le marché secondaire ne reflète pas juste la demande, il fabrique un surprix dès que la rareté devient un outil. Et maintenant, le point que beaucoup sous-estiment, c'est la fatigue mentale. Parce qu'un fan adulte, déjà, ça se prend des murs. Mais quand tu ajoutes les enfants, la famille, les cadeaux d'anniversaire, Noël, là ça devient cruel. Les enfants ne comprennent pas la dynamique de marché, ils comprennent je l'ai pas. Et toi, tu dois expliquer que le set est introuvable alors que tu le vois sur internet, disponible mais à un prix qui te fait avaler ta salive de travers concrètement. Même pour les collectionneurs adultes, ça change la nature du hobby. Au lieu d'être un plaisir, ça devient une chasse. Au lieu de construire, ça devient de la surveillance. Au lieu de rêver, du coup tu calcules. Et le pire, c'est que ce stress est exactement ce que le système cherche à provoquer, parce que la peur de manquer, c'est le moteur de la revente rapide. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que ce phénomène ne touche pas uniquement les fans, il touche l'écosystème complet. Déjà, il y a un sujet de confiance. Quand les gens ratent plusieurs drops d'affilée, ils finissent par croire que le jeu est truqué, que ça ne sert à rien d'essayer ou qu'il faut forcément passer par la revente. Et ce type de dynamique, on le voit dans plein de secteurs, bot scalping et derrière érosion de confiance. Même les rapports sur les bad bots dans le retail parlent d'un impact business qui va au-delà de la fraude pure, avec un effet direct sur l'expérience et la confiance des clients. Ensuite, il y a un autre point important, la financiarisation
monétarisation de Lego. Oui, on adore Lego, mais il y a aussi des gens qui regardent Lego comme un actif. Et ce n'est pas une théorie. Il existe des travaux académiques qui concluent que certains sets Lego ont eu des rendements moyens élevés sur un marché secondaire sur de longues périodes. Plus tu as ce discours Lego égale investissement, plus tu invites un public qui n'est pas là pour construire mais pour stocker et revendre. Et ça, c'est un effet pervers. Quand l'objet devient un produit financier, tu changes les incitations. Le fan veut une boîte, le spéculateur, lui, il regarde une courbe. Enfin, il y a le cas Brinklink qui est très symbolique. Lego a acquis Brinklink en 2019, justement pour renforcer les liens avec la communauté AFOL et l'écosystème. Donc Lego est dans une position délicate. Le marché secondaire fait partie de la culture Lego, pièces, mocs, sets retirés, collections, évidemment, on le sait tous. Mais quand il devient toxique sur les sorties récentes, il abîme la promesse de base, le plaisir accessible. Au final, quand le scalping s'installe, tu as 3 dégâts en cascade. La passion devient plus chère, l'expérience devient plus amère et la confiance devient plus fragile. Chapitre 4. La riposte Lego, ce qui existe déjà et ce qui pourrait changer maintenant. Bon, maintenant la question qui brûle les doigts, je pense, de tout le monde si vous me suivez. Lego fait quoi, justement, tout de suite contre ça? Parce que soyons justes, Lego n'est pas assis sur une chaise en train de regarder les scalpers danser sur la salsa sur nos boîtes. Il y a déjà des mesures. Le souci, c'est que le niveau de menace a tellement monté et que certaines protections aujourd'hui ressemblent à un cadenas sur une porte de château. Déjà, il y a les limites d'achat par foyer, on en a parlé. C'est la plus visible. Tu l'as déjà vu sur les pages produits, limite X par foyer. Lego explique officiellement que ces limites existent pour être le plus juste possible avec tout le monde et précise que la limite s'applique à travers toutes les commandes, pas juste une seule commande, et qu'une commande peut être annulée si la limite est déjà atteinte. Et dans ces conditions de vente, Lego va même plus loin. Ils peuvent rejeter ou annuler des commandes et même agir sur un compte s'ils estiment qu'il y a un comportement suspect, notamment des commandes de multiples. En termes d'efficacité, ça ralentit le scalping au grand jour. Ça évite qu'un seul compte achète 30 exemplaires. Ok, mais en termes de limite, un réseau organisé essaie justement de ne pas être un seul compte. Donc cette barrière est utile, mais clairement pas suffisante aujourd'hui. Ensuite, il y a les files d'attente, les fameuses waiting rooms. Si tu as déjà acheté lors d'un gros lancement, tu connais le message, merci de patienter, vous avez été placé dans une file d'attente. Ce système de file d'attente a été largement observé lors d'événements type grosse promo, Black Friday ou sortie très demandée, avec ce fameux écran qui s'auto-rafraîchit. En termes d'efficacité, ça protège le site, c'est sûr, il y a moins de crash et ça peut lisser la ruée. En termes de limite, en revanche, la file d'attente peut être juste ou juste longue. Et si l'adversaire automatise des tentatives à grande échelle, une queue seule ne suffit pas à garantir l'équité. Après, sur les autres mesures, il y a aussi les vérifications anti-bot, ce qu'on appelle les CAPTCHA et contrôle similaire. Là, c'est le domaine du « tu l'as déjà vu » plutôt que c'est affiché sur une page d'aide. Beaucoup de sites e-commerce déclenchent des vérifications, prouvent que tu es un humain quand le trafic est anormalement élevé. L'idée, remettre un peu de friction humaine dans un monde où les bots n'ont pas la main. En termes d'efficacité, ça filtre une partie des automatisations simples. Et encore une fois, en termes de limite, les bots évoluent. Et les études montrent que notamment l'automatisation malveillante dans le retail est massive et de plus en plus sophistiquée. Par exemple, Impervatels indique que le retail est fortement ciblé avec une part importante de bad bots dans le trafic et une sophistication croissante des attaques. Et avec le déploiement de l'IA de plus en plus massif, je te laisse imaginer. Donc aujourd'hui, Lego a déjà une triptyque. Limite, annulation possible, file d'attente et probablement des contrôles anti-bots. Mais on sent bien que le problème, on est dans une course et la course, elle s'accélère. Ce que Lego pourrait renforcer demain, sans transformer l'achat en épreuve olympique non plus. Et ça, je vous invite vraiment à le partager à qui de droit. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à leur dire. Alors je suis sûr qu'ils y ont déjà pensé en vrai, mais quand même, si Lego voulait passer un cran au-dessus, l'idée serait de ne plus compter sur une seule barrière, mais sur une défense en couche, une sorte de système immunitaire du shop, avec des détections avancées des bots. Aujourd'hui, les solutions anti-bots modernes ne se limitent pas à cliquer sur des feux rouges, elles analysent des signaux, des comportements, des vitesses, cohérence des interactions, patterns de navigation, etc. Les fournisseurs de protection anti-bot décrivent clairement ces approches de détection et mitigation à grande échelle. En d'autres termes, au lieu de demander à tout le monde de prouver que tu es un humain, tu peux repérer ce qui ne ressemble pas à un humain et n'ajouter de friction qu'au cas suspect. Après, il y a aussi des mesures anti-fraude pilotées par IA aujourd'hui. Là, on parle d'un système qui attribue un score à une session ou une commande. Est-ce que ça ressemble à un client normal ou à une stratégie de contournement? Et si le score est élevé, tu peux déclencher des vérifications supplémentaires, des limitations plus strictes, des validations manuelles, des annulations automatiques. C'est le genre de logique que l'on retrouve dans l'antifraude retail à grande échelle, justement parce que le volume d'attaque rend l'approche manuelle impossible. Une autre piste, ce serait aussi l'achat équitable sur certains drops. Sur les sorties ultra demandées, Lego pourrait aussi tester des modèles plus anti-panique, par exemple une fenêtre d'achat plus longue au lieu d'un instant T explosif, un tirage loterie pour des sets très limités, des précommandes encadrées ou des
des vagues planifiées et annoncées. Le but n'est pas de rendre ça compliqué, le but est de casser la mécanique de la peur qui fait le beurre des scalpers. Et clairement, l'exemple des sorties de janvier, notamment avec la maison Cree de Stranger Things, ou alors les 7 Pokémon, est un parfait exemple. Parce que le scalper, il gagne quand tu crois que c'est maintenant ou jamais. Donc Lego peut reprendre la main en rendant le jamais beaucoup plus rare. Et puis évidemment, il y a aussi le rôle de la communauté, la vigilance, le signalement, la pression intelligente. Parce que nous aussi, on peut être un levier. Quand un set sort, les fans repèrent vite les patterns, listing instantané en masse, prix incohérent, stock miraculeux à répétition. Et parler, documenter, comparer, c'est déjà une forme de résistance. Parce que ça enlève l'illusion que c'est normal. Selon les cas, tu peux signaler des annonces qui violent les règles d'une plateforme, des comportements clairement abusifs ou des problèmes plus larges via des canaux officiels. Et Lego a aussi des canaux de speak up, ce qu'on appelle en anglais, pour signaler des préoccupations de conformité, plutôt orientés tierces partenaires, mais ça montre qu'ils ont une logique de remontée structurée. Et bien sûr, le levier le plus puissant, mais le plus dur à faire, parce que c'est compliqué, c'est de ne pas financer la surtaxe. Je sais, c'est facile à dire, mais chaque achat à x2 valide ce modèle. La communauté ne peut pas empêcher tous les scalpers d'acheter, c'est sûr, mais elle peut réduire ce qui rend le scalping rentable, la demande au prix abusif. Donc voilà où on en est. Lego a déjà des barrières, mais il y a des updates possibles et nous, on a un rôle vigilance, signalement et surtout arrêter de se faire vendre notre propre peur. C'est pas grave si t'as pas ton set Day One, personne va mourir, ok? C'est vrai, c'est un peu idiot en disant ça, mais parfois ça fait du bien de se le dire et de se le répéter. Chapitre 5. Au-delà des briques, appel à l'action et futur de la communauté. Ok, ça c'est le dernier chapitre. Et je veux qu'on le finisse comme il faut, pas en mode on subit, pas en mode tout est foutu, mais plutôt en mode on comprend, donc on peut agir. C'est un peu le but de cette vidéo, c'est pour ça que j'ai voulu la faire. Mes confrères, notamment The Laser Symphony et d'autres, ont beaucoup râlé sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram, pour justement aller envoyer, se faire voir les fameux scalpers. Mais je pense qu'on a un rôle tous à jouer à notre différents niveaux et on peut faire quelque chose. La lutte contre les scalpers, ce n'est pas un duel fan contre fan. Il faut que tu retiennes ça, c'est important. C'est un chantier collectif où Lego doit renforcer le terrain de jeu et où nous, la communauté, devons arrêter de nourrir le système qui nous mord. Lego peut mettre des limites, des files d'attente, des contrôles, mais si derrière on finance la surtaxe, le modèle restera rentable. Et à l'inverse, même si nous sommes exemplaires, si les protections côté shop ne suivent pas, l'injustice continuera. Donc oui, ça demande une action des deux côtés. Je te donne ma vision qui est très simple. L'objectif, ce n'est pas de gagner à tous les coups. Ça, c'est impossible. L'objectif, c'est de retrouver un hobby normal, sans stress permanent et de réduire la rentabilité du scalping. La première règle d'or, c'est de ne pas acheter dans la panique. Je sais que c'est le plus dur, c'est le levier le plus puissant, parce qu'il y a l'effet, le fameux effet FOMO, parce que dès que tu vois un truc, tu as envie de l'avoir day one, parce que tu as l'impression que si tu l'as pas, tu vas mourir. Spoiler alert, ce n'est pas le cas. Le scalper vit d'un seul truc. Ton, c'est maintenant ou jamais. Quand tu refuses le prix abusif, tu enlèves l'essence de son moteur. Ensuite, il y a remettre du temps dans l'équation. Un set rupture aujourd'hui n'est pas forcément introuvable. Très souvent, il y a des retours de stock, des vagues, des annulations, des réassorts. Le scalping adore les fenêtres courtes. Le fan gagne quand il reprend de la patience. Et quand Lego sort vraiment de son circuit distribution un set, il le communique vraiment. Je vous invite aussi, pour ceux qui me suivent, vous le savez, on fait des vidéos régulières quand il y a vraiment des vraies sorties de stock officielles. Ensuite, il y a encourager les pratiques saines. Ça peut être aussi simple que ça. Privilégier les canaux officiels quand c'est possible. Éviter les prix délirants des one. Et rappeler autour de toi que la rupture n'est pas une prophétie. En gros, on ne peut pas contrôler tout le marché, mais on peut contrôler ce qu'on récompense. Et puis, il y a ce que Lego devrait entendre et que la commu peut amplifier. Et là, je compte sur vous tous et toutes qui écoutez cette vidéo, que ça soit via YouTube ou via les réseaux sociaux. Et si jamais quelqu'un de chez Lego tombe sur cette vidéo, voici le message. Les limites par foyer, les annulations possibles, les files d'attente, c'est déjà un début et c'est important. Mais l'évolution des bots dans le retail montre que le problème est massif et sophistiqué. Donc, il faut aller vers des protections beaucoup plus intelligentes, détection avancée, scoring, risque, plus de transparence sur des vagues de stock quand c'est possible, et des mécanismes de drop qui tuent la panique plutôt que de l'amplifier. Ce n'est pas pour punir les gens, c'est pour protéger l'expérience des fans. Et après, j'aimerais faire un appel à la communauté, à ceux qui me suivent, mais même à ceux qui ne me connaissent pas et qui pourront peut-être tomber sur cette vidéo. On ouvre les commentaires façon groupe de soutien. Je veux que cette vidéo, elle serve à quelque chose de concret, pas juste à ventiler. Donc je te demande un truc. Dans les commentaires, raconte-moi ton histoire. Le set que tu as raté,
c'était lequel? Est-ce que tu l'as vu réapparaître? Si oui, est-ce que son prix était à x2, x3, voire même plus? Et surtout, quelle mesure selon toi serait la plus efficace pour rendre le jeu le plus fair? Et je veux aussi des solutions plus terrain, pas uniquement des idées high-tech. Parce que parfois, une communauté qui partage les bons réflexes et les bons signaux, ça fait déjà baisser la panique. J'essaierai d'épingler le plus de commentaires possible avec 3 sections, 7 ratés, prix revu et solutions proposées. Comme ça, on transforme la frustration en base de données communautaire. Maintenant, parlons de cette fin réaliste mais optimiste, parce que oui, j'ai envie d'être optimiste. Mais soyons lucides, le scalping ne va pas disparaître demain matin. Tant qu'il y aura des produits très désirés, il y aura des gens pour essayer d'en faire du profit. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. On a déjà vu d'autres industries réagir, légiférer, renforcer les protections, parce que l'automatisation et la revente abusive ont été reconnues comme un vrai problème. Et le retail, globalement, est en train de muscler ses défenses, justement parce que les bad bots, comme on dit, ne sont plus une exception. Donc l'avenir du collectionneur Lego, je le vois plus comme ça. Moins de naïveté, plus de protection et une communauté plus unie. Lego, pour moi, c'est censé être un hobby qui construit, pas un hobby qui épuise. Alors si toi aussi, tu veux un terrain de jeu plus juste, abonne-toi, partage cette vidéo à un ami qui rage en silence devant une page épuisée et lâche ton expérience en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était un petit peu mon billet sur ce sujet scalping dont tout le monde parle en ce moment suite aux très grosses annonces de précommande de pas mal de sets Lego. Je pense qu'on en reparlera aussi dans l'année s'il y a des évolutions. En tout cas, je vous remercie à ceux qui joueront le jeu et qui partageront cette vidéo un maximum. Et bien sûr, un grand merci à ceux qui s'abonneront, qui lâcheront la petite cloche. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent sur plein d'autres thématiques et qui bien sûr utiliseront leur smartphone avec l'application YouTube pour lâcher un petit boost en commentaire. Ça aide les petites chaînes comme moi justement et c'est comme ça que ça envoie un signal à YouTube, à son algorithme pour dire « Hey, cette vidéo est cool, vas-y, booste-la ». Voilà, c'était MrBrick, je te donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!